Bonjour, je vous propose dans ce petit vidéo de proposer d'étudier deux types de débitmètres qui permettent la mesure du débit volumique d'un fluide s'écoulant dans une localisation. Les deux parties de ce problème sont indépendantes. On donne quelques formulaires de coordonnées en coordonnées cylindriques de div, rod, grade, et ainsi de suite. La figure numéro 1 propose le principe du débitmètre de Venturi. Ce type de Venturi est composé d'un cylindre de diamètre grand D à l'entrée et d'un petit cylindre de diamètre petit d. Un manomètre différentiel en tube en U de faible section rempli du mercure de masse volumique ρ de mercure est raccordé à l'entrée et au col du Venturi. La dénivellation est notée petit h. L'écoulement de fluide de masse volumique ρF dans la canalisation et dans le tube de Venturi est considéré stationnaire, parfait et incompressible. Les champs de vitesse notés V1 et P1, V2, P2 sont respectivement uniformes dans les sections droites 1 et 2. L'intensité du champ de pesanteur est supposée uniforme sur l'axe OZ orienté vers le haut. Question numéro 1. Le mercure étant au repos dans le tube en U, détermine la différence PA moins PB en fonction de ρ de mercure, G et H. Question petit b. Le fluide étant au repos dans le tube en U détermine la différence de pression PA moins PB en fonction de ρ du fluide, G, H, petit d, grand D et la différence de pression P1 et P2. Et enfin, on déduit la différence de pression P1 moins P2. Commençons tout d'abord par refaire le schéma. Voilà le débitmètre de section D, le rétrécissement de la section, et ici on a petit d, et ici grand D à l'entrée. Donc, je vais représenter le tube en U, à l'entrée et à la sortie. Le mercure niveau de A et niveau B, ρ de mercure ici. La dénivellation entre les deux niveaux est notée petit h. L'axe Z, et c'est un axe orienté vers le haut. Le point A et le point B, je vais noter ici A1 et B1. Et le point A' et B' à l'entrée de tube en U. Donc, l'abscisse ZA', ici ZB', Z1 égale à Z2, au point, ici je peux noter A2, et ZA et ZB. Donc, en écrivant la loi de l'hydrostatique entre A et B, je peux écrire PA égale PB plus ρ de mercure fois G fois la dénivellation H. Donc, PA moins PB égale ρ de mercure fois G fois H. Petit b, le fluide étant au repos dans le tube en U, donc on peut écrire la loi de Bernoulli ou bien de l'hydrostatique cas particulier, ρ de fluide GZA égale PB plus ρ de fluide GZB. Donc, je peux déduire aussi
plutôt PA' et ZA', entre A et A'. Même chose, PB plus ρ de fluide GZB, P au point B' ici, plus ρ de fluide, G fois Z au point B'. Donc, PA moins PB égale la différence PA' moins PP' plus ρ de fluide G ZA' moins ZA moins ρ de fluide G Z' moins ZB. Donc, je peux déduire PA' moins PP' plus ρ de fluide G ZA' moins ZB', ces deux quantités, moins ρ G ZA moins ZB. Donc, PA' moins PP', la différence entre ZA' moins ZB' va me donner grand D moins petit d sur 2 avec sigma, plus ρ G petit h. Voilà. Puisque ZA inférieur à ZB, donc le signe est négatif. Or, ZA' inférieur à ZB', donc c'est pour cette raison que ZA' moins ZB' est négatif, égale moins D moins petit d sur 2. Même chose que ZA moins ZB égale moins H. La vitesse, le champ de vitesse de pression, le champ de vitesse et de pression sont uniformes sur les sections droites 1 et 2, 1 et 2 ici. Donc, PA' égale P1 et PB' égale P2. En injectant ces deux expressions ici, je peux trouver que PA moins PB égale P1 moins P2 moins ρ de fluide G grand D moins petit d sur 2 plus ρ GH. Sachant que PA moins PB, c'est déjà déterminé ici, donc égale ρ de mercure fois G fois H. D'après cette expression, question premièrement petit a. En fin de compte, petit c, je peux déduire que P1 moins P2 égale ρ de mercure moins ρ de fluide fois ici ρ de fluide fois G fois H plus ρ de fluide fois G fois la distance grand D moins petit d, le tout sur 2. Donc, voilà, j'ai répondu à la question 1, petit c. Je passe maintenant à la question deuxièmement. L'écoulement étant incompressible, déterminer la relation entre V1 à l'entrée et V2, ainsi petit d, grand D. Troisièmement, établir la relation de Bernoulli pour le type d'écoulement décrit dans la canalisation. Bien sûr, le fluide considéré stationnaire, parfait et incompressible. Et enfin, on déduire la différence P1 et P2 en fonction du ρ de fluide, grand D, petit d et vitesse V1. L'écoulement étant incompressible, donc question 2, l'écoulement est incompressible,
Donc, logiquement, il y a conservation de débit volumique constant, que déjà noté dans cet exercice QV. Donc, section pi fois d au carré sur 4 fois la vitesse V1 égale pi petit d au carré sur 4 fois V2. Donc, logiquement, grand D au carré fois V1 égale petit d au carré fois V2. Simplification de part et d'autre par pi sur 4. Je peux déduire facilement que V2, par exemple, égale V1 d sur petit d, le tout au carré. Question 3, petit a. Établir la relation de Bernoulli, c'est déjà classique, cette démonstration déjà vue dans le cours, logiquement. V scalaire grade en écrivant l'équation de l'air égale moins grade de la pression P plus ρ fois G, champ de pesanteur. Ce sont des forces magnitude volume. En régime stationnaire, donc ce terme est nul. De plus, V scalaire grade, que je peux l'écrire sous la forme ρ de V vectoriel V plus grade de V au carré sur 2. Et ce terme G, que je peux l'écrire sous la forme moins G UZ. Donc, égale moins grade de GZ. Donc, ρ fois ρ de V vectoriel V égale moins grade, je vais rassembler le grade ensemble, plus ρg, avec le signe moins ici, Z, plus V au carré sur 2 fois ρ. Multiplions de part et d'autre par le déplacement dl. Donc, je vais multiplier le tout par le déplacement dl sur une ligne de courant. ρ de V vectoriel V, le tout scalaire dl, égale 0, puisque le produit vectoriel est un vecteur, produit scalaire, donc c'est un scalaire. Je peux déduire que grade scalaire dl, c'est la fonction différentielle de P plus ρ gz plus ρ V au carré sur 2 égale 0. Donc, le théorème de Bernoulli est le suivant. Il y a conservation de cette quantité sur une ligne de courant. Sur une ligne de courant. Remarque, dans le cas d'un fluide irrotationnel, c'est-à-dire que ρ de V égale vecteur nul, je peux déduire que cette relation de Bernoulli est valable quel que soit M appartenant le point du fluide. Troisièmement, petit a, établir la relation de Bernoulli, c'est déjà fait. Petit b, en déduire la différence de pression P1 moins P2 en fonction de D, petit d, vitesse V1, ρ de fluide. Donc, appliquons maintenant la relation de Bernoulli entre ces deux points 1 et 2 de la canalisation. 3 petit b. P1 plus ρ du fluide fois la vitesse V1 carré sur 2 égale P2 plus ρ de fluide V2 au carré sur 2. J'ai simplifié par Z1 et Z2 puisque même niveau. Donc la différence P1 moins P2 égale ρ de fluide sur 2 facteur V2 au carré moins V1 au carré
Sachant qu'il y a conservation du débit volumique, qu'on a déjà vu précédemment, donc je peux déduire, hein, je remplace V2 en fonction de V1, je peux déduire l'expression suivante. Grand D sur petit d, le tout exposant 4 moins 1, puisque j'ai ici au carré, ici le tout carré V vitesse. Donc, la différence de pression, hein, est en fonction des données du problème. Je passe à la question 4. Exprimer le débit volumique dans la canalisation en fonction de ρ de fluide, ρ de mercure, GH grand D petit d. Donc, il suffit de réécrire QV égale pi fois d au carré sur 4 fois la vitesse de fluide dans la canalisation numéro 1, V1. Donc, V1 au carré, or V1 au carré, je peux tirer de la question 3 petit b. Or, V1 au carré égale 2 facteurs de P1 moins P2 sur ρ de fluide, grand D sur petit d, le tout exposant 4, moins 1. De plus, on a déjà déterminé de l'autre question, premièrement, petit c, P1 moins P2. Donc, la vitesse V1 au carré égale 2 fois ρ de mercure, voilà ici l'expression, ρ de fluide, GH, plus ρ de fluide, G, grand D moins petit d, le tout sur 2, le tout divisé par cette quantité. Donc, je peux faire ici un V1 en racine et je trouve QV. Comme application numérique, donc pour remplir la soute réservoir à carburant d'un avion, le kérosène est pompé avec un débit mesuré à l'aide d'un débitmètre de Venturi. Le calculer ce débit, sachant qu'on a les données suivantes. Donc, le débit, un calcul facile, 0,67 mètres cubes par seconde. Bon, on peut avoir même par heure, ça dépend de l'utilité industrielle. La question 6. Quel est l'effet de la variation de la section de tube de Venturi? Expliquez. En fait, le rétrécissement du tube de Venturi au niveau du col, fait apparaître des forces de frottement, ce qui met en cause le modèle d'un fluide parfait, et donc l'équation de Bernoulli n'est plus valable. L'équation de Bernoulli n'est plus valable dans un écoulement d'un fluide visqueux. Maintenant, on va traiter un autre type de débitmètre électromagnétique. Un fluide incompressible, homogène de masse volumique ρ constante, de viscosité dynamique nulle et légèrement conducteur de conductivité électrique gamma, loi d'Ohm local, et en écoulement stationnaire, suivant l'axe UZ.
de la direction de l'écoulement. Dans un tube cylindrique électriquement isolant de rayon petit a et d'axe OZ, voir la figure ici 2, on néglige l'effet de la pesanteur. La question, premièrement, petit a, ici la figure 2a, quelle hypothèse conduisant à chercher le champ de vitesse dans le tube sous la forme suivante et le champ de pression sous la forme P qui dépend de R et de Z. C'est une question de partie 2. C'est une question de symétrie, on en fait. Toute rotation autour de l'axe OZ laisse le système invariant. Donc, toute rotation autour de l'axe OZ laisse le système invariant. Laisse le système invariant. Donc, la pression dépend seulement, logiquement, θ z, donc on va avoir une dépendance seulement de l'axe radial et axial z. De même, pour la vitesse, qui doit dépendre que seulement de R et de Z. En tenant compte que le fluide est incompressible, d'après la loi locale de conservation de masse, je peux déduire facilement que divergence de V égale 0 et par suite dérivée de V indice Z, c'est la composante suivant Z, qui dépend de R et de Z par rapport à Z égale à 0. Donc, je peux déduire facilement que cette fonction dépend seulement de la variable R. Donc, comme conclusion, la pression dépend seulement de R et de Z, ainsi que la vitesse dépend seulement de R et suivant l'axe UZ. Je passe maintenant à l'équation de Navier-Stokes, où le terme de viscosité apparaît. Donné ci-dessous, D majuscule, c'est la dérivée particulière. C'est une forme du théorème résultant de la dynamique, en fin de compte, RFD, que représente le terme suivant et les termes dérivés de V sur dt ainsi que V scalaire grade entre parenthèses V. Laplacien de V fois la viscosité dynamique représente, c'est une force de viscosité par unité de volume. On peut noter F viscosité, l'unité Newton par mètre cube. Le terme dérivé de V sur dt, c'est une accélération convective, locale, je m'excuse, accélération locale de la particule. Par contre, V scalaire grade, entre parenthèses V, c'est une accélération, l'accélération convective de la particule. L'écoulement est stationnaire, donc ce terme stationnaire, c'est-à-dire que dérivée de V sur dt égale vecteur nul. De plus, en calculant mathématiquement le produit scalaire grade fois V, je peux déduire V indice Z qui dépend seulement de R, dérivé par rapport à Z de V indice Z de R égale à 0, puisque la fonction dépend seulement de R et la dérivée par rapport à Z. Donc, produit scalaire, logiquement, égale vecteur nul, puisque je vais laisser le vecteur V ici. Question petit c. Montrer que la pression ne dépend que de la variable Z et que l'équation différentielle, vérifie cette équation bien sûr différentielle, vérifie par le champ de vitesse situé sur la forme suivante. Donc, premièrement petit c. Donc, l'équation dérivée de V sur dt, c'est un dérivé que j'ai bien précisé, c'est un dérivé particulière que je peux l'écrire sous la forme dérivée de V sur dt plus V scalaire grade entre parenthèses V. Ce terme que j'ai déjà démontré précédemment égale vecteur nul. Donc,
Donc, moins grade de P plus ρ fois G plus viscosité dynamique fois l'ablation de V égale vecteur nul. Le poids est négligeable. Le poids est négligeable. Donc, moins grade de P plus viscosité dynamique fois Laplacien, force de viscosité par unité de volume égale vecteur nul. Projetant cette équation sur la base cylindrique, je peux trouver dérivée de P de Rz par rapport à R UR, moins dérivée de P R qui dépend de variables par rapport à Z UZ, plus le terme Laplacien, on le projette en utilisant l'annexe, dérivée par rapport à R de R fois dérivée de V par rapport à R porté par UZ. Cette quantité égale vecteur nul. Donc, sur la base cylindrique portée par UR, je vais trouver par identification que dérivée de P égale à 0. Par contre, suivant l'axe Z, je vais trouver moins dérivée de P Rz sur dz plus viscosité dynamique dérivée par rapport à R de petit r dérivée de V par rapport à Laplacien égale 0. La première équation, je peux déduire que la pression dépend seulement de Z, c'est une fonction seulement de Z. Et par suite, la deuxième équation suivant l'axe Z, je peux réécrire une autre fois, mais avec une dérivée de roi maintenant, égale une autre fonction qui dépend désormais que de la fonction de la variable R. Donc, logiquement, il y a une constante K qui dépend de Z, une autre fonction F qui dépend de R. Ces deux fonctions égales l'une de l'autre, donc il faut poser que dérivée de P sur dt égale une constante. Donc je peux maintenant écrire que dérivée de P sur dz égale K, comme il est indiqué dans l'énoncé. Et par suite, viscosité sur R dérivée par rapport à R de R fois dérivée de V par rapport à R sur dr. Ce qu'il faut démontrer ici. Au cas d'une constante qu'on ne cherche pas à déterminer, bien sûr, si je veux le déterminer, il suffit d'intégrer par rapport à Z entre 0 et grand L de long de la tube. Question petit d. En déduire que le champ de vitesse s'écrit sous la forme suivante et exprimer le débit volumique. Ensuite, donc, c'est facile. 1 petit d, la question 1 petit d, je peux déduire par une simple intégration de cette fonction que je peux déduire facilement que V de R égale moins K sur 4 viscosité A au carré moins petit r au carré en utilisant que la vitesse pour R égale à A égale à 0. Et bien sûr, la fonction ne diverge pas pour R égale à 0 parce que l'intégrale de cette fonction va me sortir une fonction logarithme log de R. Donc, si R égale à 0, la fonction ne doit pas être divergente. Puisque on peut bien sûr V0 sous la forme comme il est indiqué dans l'énoncé. Parce qu'il a posé que V doit s'écrire sous la forme suivante où V0 est une constante à déterminer, bien sûr par identification. V0 n'est autre que moins K sur 4 viscosité dynamique. Et enfin, le débit volumique d'après la formule V scalaire ds, V axial, donc V indice Z, ds surface de base, R dr dθ. Par intégration, 2pi, 0 de pi,
Intégrale simple. V0 A au carré petit r moins r au cube. dr. L'intégrale entre 0 et A. A, c'est le rayon de la conduite. Donc, je peux déduire facilement que PV0 A4 sur 2. Voilà le débit volumique. Je constate que ce débit est proportionnel à la vitesse d'écoulement du fluide. Donc, je peux déduire même la vitesse d'écoulement du fluide. Maintenant, commençons par étudier maintenant le modèle de débitmètre électromagnétique. Ce modèle de débitmètre est illustré sur la figure 2. Voilà la conduite d'axe Z ascendant. Ici, l'axe Z. Un point M de coordonnées R et θ, logiquement. On va travailler dans la base cylindrique. Il y a un tube isolant pour isoler les étincelles entre le liquide et les parois. Un champ magnétique permanent, logiquement suivant l'axe X, dans toute la région. Et dans le tube s'écoule le fluide étudié à la question numéro 1 avec la même écriture de vitesse axiale. Question 2. On rappelle que la loi d'Ohm locale s'écrit sous la forme suivante, où V majuscule, c'est le potentiel électrique et ce n'est pas la vitesse, et le vecteur J, c'est un vecteur densité de courant volumique. Le vecteur J est le vecteur densité de courant volumique. Maintenant, quel phénomène physique décrit le terme V vectoriel B dans cette équation? Et ensuite, rappeler l'équation de conservation de la charge électrique. Commençons tout d'abord par répondre à la question 2, petit a. La loi d'Ohm locale, logiquement, gamma fois le champ électrique. Puisqu'il y a présence d'un champ magnétique, donc il y a création d'un champ de Hall. Et ce champ de Hall, déjà vu en première année, donc égale V vectoriel, le champ B extérieur, permanent. Bien sûr, E est lié au potentiel électrique par la loi d'Ohm locale, moins classique, J égale K moins fois E, loi d'Ohm locale. J'ai ajouté le champ E de Hall, donc E dérive d'un potentiel électrique, E égale moins grade de V. Donc V vectoriel B n'est autre que le champ de Hall. Maintenant, rappeler l'équation de conservation de charge, en déduire l'équation vérifiée par le potentiel électrique V ici. Donc l'équation de conservation de charge, deuxièmement petit b, divergence de J égale vecteur égale à 0, puisque nous sommes dans le cas du régime stationnaire. Dérivée de charge électrique par rapport au temps égale à 0. Donc, en injectant J, cette expression div, gamma, moins 4 de V majuscule, potentiel, plus gamma, V vectoriel B0, égale à 0. Gamma, c'est un scalaire, donc moins gamma, laplacien de V. Plus gamma div de V vectoriel B0. Simplifions de part et d'autre par gamma, la conductivité, je trouve le laplacien du potentiel qui dépend de R et de θ égale divergence de V vectoriel B0. Sachant qu'une représentation classique dans la base X, Y, et ici UR cylindrique, Uθ, voilà l'angle θ, ici en vert. V vectoriel B0, puisque V est axial, V anti Z, UZ,
vectoriel B0 UX, donc je vais trouver B0 UY. Puisque je vais travailler dans la base cylindrique, donc je vais projeter le vecteur UY dans la base cylindrique en rouge. Donc UY égale cos θ Uθ plus sinus θ PR. Donc le Laplacien de V, Rθ, égale divergence de a au carré moins petit r au carré V0, B0, le tout facteur cos θ Uθ plus sin θ PR. J'ai remplacé bien sûr la vitesse par l'expression déjà trouvée précédemment ici. Voilà, l'expression V égale. Donc, j'ai remplacé le vecteur UY par les composantes dans la base cylindrique. Le Laplacien est donné dans l'énoncé ici. Le Laplacien suivant l'axe Z, suivant cette expression. Donc, mais il faut calculer tout d'abord la divergence. La divergence, voilà la divergence d'un vecteur dans la base cylindrique. Donc, logiquement, 1 sur R, dérivé par rapport à R, A indice R, c'est la composante suivant l'axe UR, plus 1 sur R, dérivé de A indice θ par rapport à θ, c'est la composante suivant θ, ici cos. Donc, le Laplacien de V égale 1 sur R, dérivé par rapport à R de petit r, A indice R, A au carré moins R au carré, V0, B0, sin θ. Plus 1 sur R, dérivé par rapport à θ, de A au carré moins petit r au carré, V0, B0, cosinus θ. Bien sûr, je vais dériver par rapport à θ, on considère que R constante. Ici, je vais dériver par rapport à R, on trouve, sachant que sinus θ est constante. Donc, le calcul est facile. Je peux déduire facilement de B0, petit r, sinus θ. Ce qu'il faut démontrer. Je passe maintenant à les questions deuxièmement petit c. On cherche une solution de la forme suivante, f de r fois sinus θ. Donc logiquement, question de petit c, je veux que f de r fois sinus θ égale le potentiel v de r de θ. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par f qui s'écrit sous la forme suivante. Donc logiquement, le Laplacien s'écrit sous la forme indiquée par l'annexe, r dérivé par rapport à r de f de r, sinus θ, plus 1 sur r au carré dérivée seconde par rapport à θ de 2, f de r fois sinus θ. Donc, 1 sur r dérivé par rapport à r de petit r dérivé droit maintenant, le tout multiplié par sinus θ, plus f de r, c'est une constante par rapport à θ, sur r au carré, la dérivée de sinus deux fois, donc va me donner moins sinus θ, parce que la première fois c'est cos, ensuite dérivée de cos égale moins sinus θ. Et cette quantité n'est autre que 2 moins 2 V0, B0, R fois sinus θ, d'après l'expression de la question précédente. Or, cette égalité est valable quel que soit θ, donc je peux diviser le tout par sinus θ et je vais trouver l'expression différentielle suivante, radique suivant la variable R.
de R sur R au carré avec sigma égale moins 2V0 B0 petit r. J'ai simplifié le tout par sin θ. Donc, il y a dérivée de f fois g. Donc, logiquement, c'est dérivée de f de r fois petit r plus dérivée seconde, dérivée de, voilà, logiquement comme ça, plus dérivée seconde de f de r par rapport à R2, f fois g. Moins 1 sur R au carré, je peux l'écrire sous une autre forme, dérivée de 1 sur R. Moins 2V0, B0, R. Cette quantité n'est autre que la dérivée par rapport à R de la fonction composée f sur R plus dérivée de f sur R. Moins 2V0, B0, petit r. L'intégration simple de cette fonction f de R sur R plus dérivée de f de R sur R égale moins 2V0, B0, petit r au carré sur 2, plus une constante d'intégration. Multiplions maintenant de part et d'autre le tout des deux expressions à gauche et à droite par petit r. Je vais trouver f de r plus dérivée de f de r sur dr fois petit r égale moins 2 moins v0, b0, r au cube, plus c, la constante d'intégration fois petit r. Je multiplie le tout par petit r. La quantité suivante n'est autre que dérivée par rapport à r de r fois f de r. Voilà. Égale moins v0, b0, r au cube, plus c fois r. Donc, j'ai trouvé la fonction f de r par simple intégration. Moins v0, b0, r au cube sur 4, j'ai divisé en même temps par petit r, plus c sur 2, petit r, plus c' sur petit r. J'ai fait l'intégrale et j'ai divisé par petit r. En multipliant maintenant par sin θ pour trouver le potentiel, moins v0, b0, r au cube sur 4, c sur 2, c' sur petit r, fois le terme de sin θ. Tout ce qui est constante d'intégration sera déterminé en utilisant les conditions aux limites. Donc, voilà, j'ai trouvé cette expression et j'ai déduit que le potentiel s'écrit sous la forme plus ou moins proche de celle-ci en utilisant les conditions aux limites où c'est une constante. Je vais utiliser les conditions aux limites. On a fait C' doit être égal à 0 parce que si R égale à 0, le potentiel V de 0 de θ diverge. Premièrement. Deuxièmement, que C, c'est une constante à déterminer en fonction des données du problème. Donc le potentiel s'écrit sous la forme C' égale à 0, C sur 2, petit r, moins V0, B0, R au cube sur 4. Terme qui dépend de R fois sin θ. Quelle est maintenant la condition aux limites? Quelle est la condition aux limites vérifiée par le vecteur densité de courant à la surface de l'isolant? Et on déduit que la valeur de la constante C. Donc, il y a un isolant. Donc, logiquement, le J, question 2, petit e, le tube est isolant. Donc, J électrique égale vecteur nul. En, bien sûr, petit r égale à A. J scalaire UR, radial, égale gamma moins grade dérivé de V par rapport à R,
parce que c'est le grade dépend seulement de R, donc la composante suivante R, plus V0, B0, A au carré, moins petit r au carré, fois sinus θ. Cette quantité, en petit r égale à A, doit être nulle. Donc, puisque R égale à A se termine nul, donc il me reste que la dérivée de cette fonction par rapport à R. Ensuite, on remplace R égale à A, doit être égal à 0. Le calcul va me donner 3 demi V0, B0, A au carré. Donc, en injectant l'expression de la constante ici, je peux déduire que le potentiel s'écrit sous la forme suivante. 3A au carré petit r moins R au cube fois sinus θ. Donc, j'ai utilisé la condition et on se place et je peux déduire le potentiel V mesuré entre les deux électrodes. Donc, on a le potentiel dépend du champ magnétique permanent pour le moment et de la vitesse d'écoulement du fluide. La question petit f, on place un voltmètre entre les points A et B. Les points A et B dans la figure, voilà, dans la figure, dans A et B. Exprimer la différence de potentiel VA majuscule moins VB en fonction du débit volumique petit a rayon de la canalisation et du champ magnétique B0. Donc, il suffit de faire la A majuscule, deuxièmement petit f, VA moins VB correspond au potentiel pour petit r égale à A plutôt, pour l'angle pi sur 2 et l'autre pour l'angle moins pi sur 2. Donc, une fois pi sur 2, sinus pi sur 2, ça fait 1, sinus moins pi sur 2 égale moins 1. Donc, le calcul va me donner V0, B0, A au cube. Par contre, le débit volumique, on a déjà vu précédemment Q pi V0, A exposant 4 sur 2. Expression déjà vue précédemment. Voilà, d'après la question premièrement, petite. Donc, je peux déduire de ces deux expressions que VA majuscule, la différence de potentiel, égale 2 B0 fois QV, débit volumique, sur PA, avec A, c'est le rayon de la canalisation. Comme application numérique, petit g, le débitmètre électromagnétique utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour mesurer le débit des liquides et des pâtes en écoulement dans une conduite. Donc QV, comme application numérique, QV vaut 0,785 mètres cubes par seconde. Je vous propose un vidéo d'application de ce débitmètre, comme le montre le vidéo suivant. Quotidiennement, les conduits de véhicules y distribuent les substances les plus variées. Comme exemple, on pourra citer l'eau, les jus de fruits, les produits chimiques ainsi que les boues chargées. Comme ces produits possèdent des propriétés en partie très différentes, il existe pour leur mesure divers principes, et notamment la mesure de débit par principe électromagnétique. Les bases physiques ont été établies par le physicien anglais Michael Faraday, qui a découvert en 1831 qu'un courant électrique pouvait être généré par un champ magnétique. Plus de 100 ans après, le père Bonaventura Turlemann, inventeur et ecclésiastique suisse, applique ses connaissances au liquide électriquement conducteur s'écoulant dans les conduites et construit le premier débitmètre électromagnétique au monde.
Penchons-nous sur le fonctionnement de ce principe de mesure. À l'intérieur des débitmètres électromagnétiques se trouvent deux bobines. À l'aide de tôles, on génère un champ magnétique d'intensité constante sur l'ensemble de la section du tube de mesure. Pour mesurer la tension induite, deux électrodes sont montées perpendiculairement sur le tube. Le revêtement appliqué sur la paroi intérieure du tube évite les courts-circuits entre le liquide conducteur et le tube de mesure métallique. En l'absence de débit, on ne mesure aucune tension électrique entre les électrodes. Les charges électriques du liquide conducteur sont réparties régulièrement. Ici, sur l'exemple de l'eau potable, en rouge et bleu. Dès que le liquide commence à s'écouler dans le tube de mesure, le champ magnétique exerce une force sur les charges. La séparation des charges positives et négatives qui en résulte produit leur accumulation sur les parois gauche ou droite du tube. Il en résulte une tension électrique, mesurée sur les deux électrodes. Cette tension est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement instantanée dans la conduite. La section de tube étant connue, on peut en déduire le volume réel écoulé. Une vitesse d'écoulement plus élevée et de ce fait une plus grande séparation entre les particules chargées entraîne une tension électrique accrue entre les deux électrodes. Les électrodes mesurent par ailleurs les tensions parasites, qui doivent être distinguées du signal de mesure proprement dit. Une méthode, qui a fait ses preuves dans la pratique, consiste à générer le champ magnétique au moyen d'un courant continu commuté. Pour ce faire, le champ magnétique change constamment de pôle, ce qui est représenté ici au ralenti. La tension mesurée aux électrodes change également de polarité. Ceci permet d'éliminer par le calcul toutes les tensions parasites constantes, par exemple les effets électrochimiques dans le liquide ou encore les champs électromagnétiques parasites externes. L'importance de telles tensions parasites n'a de ce fait aucune influence sur le signal de mesure lui-même. Les avantages qui en résultent sont une mesure et un zéro du système stable. Plus d'1 million d'appareils de mesure installés garantissent, depuis plus de 30 ans, compétence et qualité de produits irréprochables. Cela signifie précision élevée, installation aisée et fiabilité absolue.